Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. Code 24, c'est votre code d'accès à la planète info. Et nous passons tout de suite au sommaire de cette édition. La Chine, le plus gros pollueur de la planète, s'engage à consommer 20% d'énergie propre à l'horizon 2030. Reportage au cœur du désert de Gobi, là où se dessine le futur du mix énergétique chinois. 20 ans après la signature des accords de Dayton qui mettaient fin à la guerre des Balkans, la Bosnie-Herzégovine ne s'est toujours pas vraiment remise de ce conflit. Le 12 octobre 2002, l'Indonésie est frappée par le terrorisme de masse, plus de 200 morts dans des attentats visant 2 bars de l'île de Bali. 13 ans plus tard, les touristes sont de retour, mais pour les rescapés, la douleur est toujours là. Direction ensuite Boskep, dans les monts des Flandres, à la croisée des routes européennes. Cette auberge familiale qui porte une étoile au Michelin. Ici, on y savoure sans artifice une cuisine de terroir, presque populaire. Et direction enfin le pôle Sud pour une expédition exceptionnelle en Antarctique avec une équipe de scientifiques qui étudie les conséquences du réchauffement climatique. La province de Gansu, frontalière avec la Mongolie, illustre les efforts récents et frénétiques de Pékin pour développer les énergies renouvelables et surtout le solaire. La Chine, plus gros pollueur de la planète, s'est engagée à consommer 20% d'énergie propre à l'horizon 2030. Mais le solaire, aux côtés de l'éolien, représente seulement 2% de son mix énergétique. Alors, dans le Gansu, encore plus qu'ailleurs, la Chine met des moyens considérables pour verdir son énergie. Cette région a installé en 4 mois autant de panneaux solaires qu'en compte la France au total. Les autorités chinoises comptent franchir la barre des 45 gigawatts d'énergie solaire produits cette année pour devenir le premier pays producteur d'énergie solaire. Reportage au cœur du désert de Gobi, là où se dessine le futur du mix énergétique chinois. Pendant des siècles, le désert de Gobi n'était que cela. Une vaste étendue rocailleuse, peuplée d'habitants paisibles. Mais ces dernières années, de nouveaux venus s'installent au pied des dunes, des milliers de panneaux photovoltaïques. Ce parc s'étale sur 5 km². Les Chinois se convertissent à l'énergie solaire et la province du Gansu est à la pointe de cette révolution menée au pas de charge. Ici, c'est parfait pour le solaire. C'est une région pauvre avec des terres arides. Il y a beaucoup d'espace disponible et un très bon ensoleillement. Dans les mois à venir, nous allons agrandir ce parc. Comme ça, nous allons pouvoir suivre la stratégie nationale de développement des énergies propres qui a été insufflée par le gouvernement. À elle seule, cette région produit 5 gigawatts d'électricité solaire par an, soit plus que l'ensemble de la production française. Et Pékin voit encore plus grand. L'objectif est d'atteindre 45 gigawatts à la fin de l'année. La Chine détrônerait alors l'Allemagne, pays champion du monde du solaire. Et dans les campagnes reculées du Gansu, cette énergie venue du ciel fait de plus en plus d'adeptes. Comme M. Wang. Il vit dans un village de 1000 habitants et sur son toit, une citerne d'eau chauffée par le soleil. Une nouveauté pour ce restaurateur encore peu habitué aux énergies vertes. Le système fonctionne tout au long de la journée et on obtient de l'eau chaude très rapidement. Je ne peux pas vous dire le prix exact, car je ne sais plus combien je payais auparavant. Mais en tout cas, ce n'est pas gratuit, ça c'est sûr. Le solaire coûte même très cher. L'État chinois subventionne les 2/3 de la production, un effort à la hauteur des ambitions du pays. Pékin s'est engagé à produire 20% d'énergie propre en 2030. Elle représente aujourd'hui seulement 2%. Alors les Chinois accélèrent, y compris dans la fabrication des panneaux solaires. L'usine Yingli, leader mondial du photovoltaïque, située à Baoding, à 150 km de Pékin. Une véritable ville dans la ville, avec ses propres noms de rue. Il y a environ 30 000 employés qui travaillent ici. Le secteur a souffert. En 2013, l'Union européenne dénonce une concurrence déloyale des panneaux chinois, trop subventionnés. Bruxelles impose donc des sanctions. Les ventes s'effondrent et entraînent la faillite de plusieurs firmes chinoises. Chez Yingli, l'activité reprend doucement des couleurs. 3000 panneaux sont fabriqués ici chaque jour.
et le premier constructeur mondial devrait renouer avec les bénéfices cette année. On a atteint des pics de production en 2012 et 2013. Ensuite, l'activité a baissé, mais elle est bien repartie. On continue de toujours beaucoup vendre à l'étranger. Et puis la demande intérieure ici en Chine est de plus en plus forte. Pour moi, l'industrie photovoltaïque a vraiment fait son grand retour et je suis très confiant pour les années à venir. Malgré ces perspectives encourageantes, le Gansu dépend toujours des énergies fossiles. Sa capitale, Lanzhou, compte 3 centrales à charbon extrêmement polluantes. Leur fumée encombre le ciel et bien souvent cache le soleil si précieux du Gansu. Novembre 1995, c'est sur une base militaire de la ville américaine de Dayton que prennent fin 3 longues semaines de négociations. Les célèbres accords de Dayton 1 visent à mettre fin à la guerre qui ravage la Bosnie depuis 3 ans, un conflit qui achève la dislocation de l'ex-Yougoslavie. Ces accords de Dayton prévoient une partition territoriale à peu près égale entre une entité croato-bosniaque et une entité serbe. 20 ans plus tard, la République de Bosnie-Herzégovine a certes tourné la page des conflits armés, mais la guerre pèse encore lourdement sur la nature même de ce pays. Car il n'y a pas un, mais des États éclatés qui sont retranchés derrière des lignes de fracture communautaires, religieuses et ethniques. En revanche, partout le même constat, chômage de masse et presque aucun horizon économique pour les nouvelles générations. Regardez cet éclairage signé Clovis Casali et Julien Sauvager. Avant la guerre, Sarajevo était surnommée la Jérusalem des Balkans. Une ville où catholiques, orthodoxes et musulmans cohabitaient en paix. Mais les accords de Dayton ont créé des frontières ethniques au sein même de la Bosnie-Herzégovine. La guerre a provoqué le départ de milliers de Serbes et Croates. Conséquence, la population de Sarajevo a changé et serait composée aujourd'hui d'au moins 80% de musulmans. Lors du siège, le général Jovan Divjak combattait du côté bosniaque. Serbe d'origine, il déplore les divisions politiques qui freinent la reconstruction. La guerre a défiguré la ville à l'image de cette ancienne université. On n'a pas encore trouvé un donateur qui veut reconstruire ça. L'État ne peut pas le faire? L'État, je vous ai dit que l'État ne fonctionne pas. Pourquoi? Car sont représentants de 3 peuples. Les Serbes s'intéressent pour les Serbes de Republika Srpska. Les Croates un peu de l'endroit, c'est Herzégovine, c'est l'endroit Bosnie centrale, sont les Croates en majorité. Et puis les Bosniaques sont, quand on parle un peu de gouvernement, ils ne peuvent pas décider eux-mêmes. Si les accords de Dayton de 1995 ont mis fin aux violences, ils ont aussi créé un pays divisé, avec 2 entités bien distinctes. D'un côté, la République serbe orthodoxe de Bosnie, de l'autre, la Fédération de Bosnie-Herzégovine avec majoritairement des Bosniaques de confession musulmane, ainsi que des Croates catholiques. L'époque de la grande Yougoslavie unie avec le maréchal Tito semble bien loin. Sa petite-fille Svetlana Broz parcourt le pays à la rencontre de jeunes Serbes de Bosnie qui souvent ignorent tout des Bosniaques, alors qu'ils vivent dans le même pays. Chacun reste dans son coin. La faute aux politiques et aux accords de Dayton, selon elle. Les partis politiques qui ont organisé et combattu sont restés au pouvoir après la guerre et Dayton grâce à la communauté internationale. Imaginez une seule seconde si à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Alliance avait permis à une majorité des proches d'Hitler et au Parti national-socialiste de rester au pouvoir. C'est exactement ce qui s'est passé en Bosnie-Herzégovine. Ces dernières années, la crise économique n'a fait qu'aiguiser les tensions. En 2014, Sarajevo était le théâtre de manifestations violentes, avec des jeunes réclamant des emplois et la fin de la corruption qui gangrène la politique bosnienne. Dans la République serbe de Bosnie, les nationalistes au pouvoir revendiquent leur indépendance et partout, l'extrémisme semble gagner du terrain. Biljana Despotovic est née à Sarajevo. Cette jeune Serbe de Bosnie a dû fuir la ville pendant la guerre. Elle a peur pour son pays. Parfois, j'ai l'impression que les jeunes ont beau vouloir faire avancer les choses, ils ne peuvent pas, car l'ancienne génération tente de les influencer et de les ramener dans le passé et dans la guerre. Pour les politiciens, c'est une bonne situation.
Ce sont les politiques qui créent tout ça. Oui, ce sont eux qui manipulent et tirent les ficelles, malheureusement. Avec 2 entités, 2 parlements et même 2 services postaux, la Bosnie-Herzégovine est un État qui fonctionne mal, avec une communication difficile entre les ennemis du passé. La population ne rêve que d'une chose, un gouvernement au service de tous les citoyens. Regardez Code 24, on se retrouve juste après la pause. À tout de suite. Le 12 octobre 2002, l'Indonésie est frappée par le terrorisme de masse. Un double attentat vise un bar-restaurant et une discothèque sur l'île de Bali. Bilan, 202 morts, majoritairement des touristes, et des centaines de blessés. L'attaque est menée par un commando de la Jamaah Islamiyah lié à Al-Qaïda. Depuis 2002, 33 Indonésiens ont été condamnés, dont 3 à la peine de mort et 4 à la prison à vie. En août 2004, c'est le leader du groupe qui est inculpé de l'organisation des attaques. 13 ans après, les touristes ont retrouvé le chemin de cette île paradisiaque et profitent de ses charmes. Mais pour les rescapés et les familles, la douleur est toujours là. Beaucoup de questions restent sans réponse. Billet retour à Bali, un reportage de Cyril Payen. Le fait de regarder ces images, tout cela me replonge dans cette horreur. Je me souviens de tout, l'odeur des morts, les cadavres, le sang. J'ai dû ensuite tout expliquer au procès devant les juges. C'est pour cela que je pense toujours aux victimes. Vous voyez ce qu'il a fait? Il a foncé pour porter secours aux victimes. Pas une minute, il n'a fait de distinction entre la nationalité ou la religion. Il a juste tenté de sauver des êtres humains. C'est tout. Musulman en terre hindouiste, Adi Bang Bang est arrivé enfant à Bali, comme des millions de migrants venus de toute l'Indonésie. C'est une figure respectée dans l'île. Son courage pendant les attentats en a fait un héros ici. Mais les années ont passé. Dans la communauté musulmane de Bali, on s'inquiète des dérives de la nouvelle génération, tentée une fois encore par l'islamisme radical. On vient d'apprendre que le fils d'un des poseurs de bombes de l'attentat de 2002 a trouvé la mort en Syrie, où il combattait depuis 2 ans. Je pense que tous ces jeunes Indonésiens qui partent en Syrie se laissent berner par les messages de l'organisation de l'État islamique sur Internet. Quand ils reviennent, s'ils reviennent, certains reconnaissent que ce qu'ils ont trouvé en Syrie n'était pas ce qu'ils étaient partis chercher. Le djihad dans lequel on les a embarqués n'est pas la bonne voie. Nous, ici, nous le savons, mais eux sont très jeunes, trop jeunes pour comprendre. Vous le savez, le terrorisme peut frapper n'importe où, n'importe quand. Nous-mêmes, ici, à Bali, quelle garantie avons-nous que cela n'arrivera pas encore aujourd'hui ou demain? Bali, la millénaire, l'île des dieux, semble pourtant avoir tourné la page de la terreur. Sea, Sex and Sun, le tourisme de masse a repris ses droits. Pour autant, les attentats ont profondément marqué les esprits. Erniati vit seule avec son fils de 14 ans. Elle est la veuve d'un des patrons du Sari Club, la seconde cible des attentats. Moi, ce que je veux, c'est être policier. Mais pourquoi veux-tu être policier? Parce que je veux pouvoir protéger ma mère. Quand j'ai appris la nouvelle, je suis immédiatement partie au Sari Club. J'ai compris ce qu'il s'est passé en arrivant sur place. Je n'ai jamais retrouvé mon mari.
Ce que je crois, c'est que mon époux est là, toujours avec moi. Donc quand je prépare à manger, par exemple, j'en mets toujours un peu ici pour lui, au cas où il vienne à la maison. Ce que je veux dire, c'est qu'il est toujours là pour prendre soin de moi. Au lendemain des attaques terroristes, Bali a cherché à se protéger, laissant libre cours à une nouveauté, le nationalisme hindouiste. C'est mon rêve de rejoindre le Laskar Bali. Ils sont là pour veiller sur Bali. On doit pouvoir nous défendre au cas où. Vous savez, il y a des touristes ici, il faut prendre soin d'eux. Il faut pouvoir assurer leur sécurité, c'est très important. Le Laskar Bali est une organisation opaque mais très influente dans l'île. Accusés de dérives mafieuses, ces miliciens d'autodéfense seraient impliqués dans de nombreux trafics. Nous retrouvons le noyau dur du mouvement lors de leur réunion mensuelle. Ce jour-là, même le gouverneur est présent. Ancien policier, c'est lui qui a été chargé de l'enquête antiterroriste après les attentats. Je crois que chaque nation, chaque personne a sa propre manière de faire face à une situation tragique. Une horreur comme celle que nous avons vécue. Ici à Bali, je peux dire que nous avons pardonné. Pardonner, oui, mais pas oublier. Eux, ce sont mes proches, des membres de ma famille pour certains. Il y a plusieurs régions à Bali. Au nord, au sud, à l'est, et même si l'île est toute petite, nous avons besoin de cette cohésion, de cette fraternité, pour nous lier les uns les autres. Il faut nous défendre. Il faut que nous puissions nous battre côte à côte pour nos droits. Indonésien d'origine française, Erling est arrivé en 1972 à Bali, qu'il n'a jamais vraiment quitté depuis. Ils ont tapé Bali parce que il y avait beaucoup d'étrangers ici, il y a beaucoup d'Australiens, il y a beaucoup d'Américains, etc. Et la réputation de Bali à Java, ça veut dire à Java, c'était que les Australiens buvaient de l'alcool, dansaient tout nus et faisaient l'amour sur les tables. Et ça, c'est la réputation que les Javanais ont de Bali. Que c'est un peu Sodome et Gomorrah, quoi. C'est-à-dire que c'est la délinquance totale, pas de moralité, etc. Selamat sore, Bapak-bapak. Gimana? Lumayan ya. Les Indonésiens sont très respectueux envers les invités. Ça veut dire que quelqu'un qui est un invité a des privilèges. Et que des gens qui sont venus en Indonésie visiter ici, étant sous la responsabilité de l'État indonésien, d'avoir été tués par des Indonésiens, ça a fait que la chose était beaucoup plus grave. Oui. Si ça aurait été que les Indonésiens, on a eu plein de cas à Jakarta pendant des émeutes, etc., où il y a eu des milliers de gens qui ont été tués. Ça n'a pas été un gros drame, quoi. Que le fait qu'il y ait eu des Blancs, oui, complètement, ça a tout changé, oui. Bali a été frappé d'une double peine. 3 ans après l'attentat du Paddy's Pub et du Sari Club, un autre attentat a été perpétré, presque au même endroit, visant ces mêmes touristes étrangers. Mais les Balinais sont résilients. Ils ont appris à survivre et surmonter pour ressusciter leur île. Ground Zero, le mémorial des victimes sur Legan Road, en plein cœur de Kuta. C'est là que jadis se trouvaient le Paddy's Pub et le Sari Club. Haut lieu touristique, le monument recense un par un les 202 morts, dont 88 Australiens. Tous ces gens sont venus à Bali pour les vacances. Ils ne sont pas venus faire la guerre ou de la politique. Nous arrivons d'Australie.
Vous venez pour des amis ou votre famille? Des amis. Quel numéro? Numéro 1 et 10. Numéro 10, Stephen? Nous partageons la même douleur et les Balinais ont été salement touchés. Surtout leur industrie touristique, et c'est pour cela qu'il faut les soutenir, ils le méritent. Et nous n'avons qu'une seule chose en tête, que cela ne recommence pas. Revoici Erniati dans la petite usine de couture qu'elle a montée pour subsister avec 60 veuves et proches de victimes qui se sont trouvées d'un coup sans ressources après les attentats. Elle, c'est Nani. C'est une veuve aussi. Son mari s'appelait Aris Munandar. Il était chauffeur de taxi devant le Sari Club. À part les chefs qui ont été exécutés, tous les responsables de l'attentat ont été libérés de prison. Nous respectons la loi. C'est le gouvernement qui décide, mais je pense qu'il ne devrait pas être en liberté. Je suis contre cette décision du gouvernement et en plus cela me fait peur. Si l'un d'entre eux se trouvait là devant vous, que lui diriez-vous? Je lui poserai cette question. Pourquoi as-tu fait cela? Ensuite, je lui dirai ce que je ressens au fond de moi à cause de cette bombe. Je lui dirai ce que j'ai vécu à l'instant où j'ai perdu mon mari, mais aussi quand j'ai compris qu'il avait détruit notre avenir. Depuis 13 ans, Erniati, la jeune balinaise, porte le deuil de son époux et de son avenir. Parfois, quand ça ne va pas du tout, quand je pleure, je téléphone au docteur. À chaque fois, il me dit « Venez me voir tout de suite ». Alors j'y vais. Et là, avec lui, je peux parler de mes problèmes. Cela m'aide beaucoup. La petite clinique du docteur Madeniandra ferme tard le soir. Ses consultations sont gratuites. C'est l'un des rares psychiatres de Bali. Ce qui les aide beaucoup, c'est le culte balinais. Ici, on croit que la vie obéit aux lois du karma. Si vous faites le mal, alors vous récoltez le mal. Il n'est pas question de se demander pourquoi cet attentat est arrivé, par exemple, car on ne peut pas répondre. C'est le karma et uniquement le karma qui détermine. Grâce à cela, à Bali, on peut travailler sur les cas de syndrome post-traumatique, en se reposant sur ce concept. On ne peut empêcher le destin. On n'aurait pas pu empêcher l'attaque terroriste. Ainsi, il faut l'accepter comme tel et continuer à vivre. Continuer à vivre, comme au premier jour qui s'est levé, au lendemain des attentats. Continuer à vivre dans ce paradis tropical, fragilisé par le terrorisme. Continuer à vivre, coûte que coûte. Et vous n'avez pas peur qu'ils essayent encore de vous le briser, votre paradis balinais, tout ce soir? On n'y pense pas. On ne peut pas y penser. C'est pas quelque chose dont de temps en temps on y pense, mais on vit du jour en jour. Bali, petite enclave hindouiste en terre d'islam, a été la cible des plus graves attentats de l'après 11 septembre. 13 années ont passé, mais n'ont pas suffi
à effacer la mémoire douloureuse. Vous êtes sur Futur TV, Code 24 revient juste après la pause. Boskep, dans les monts des Flandres, est le dernier village avant la Belgique, à la croisée des routes européennes. L'auberge familiale du Vermont porte une étoile au Michelin depuis 2013. Sous des poutres en bois, on savoure sans nappe et sans artifice une cuisine de terroir presque populaire. Ici, pas de menu, on ne choisit pas ce que l'on mange. En cuisine, la brigade est en jean. Leur chef, c'est Florent Laden, cet autodidacte amoureux des Flandres, ne cuisine que des produits locaux et sillonne sa région pour découvrir les richesses de son terroir. C'est le dernier village avant la Belgique, Boskep. Ici, on n'est pas encore dans le plat pays. Il y a des collines, les monts de Flandre. Il y a aussi un restaurant étoilé, l'auberge du Vermont. Gastronomique, mais à la bonne franquette. Pas de couvert en argent, pas de nappe sur les tables. En cuisine, la brigade est en jean. Un uniforme rock'n'roll, à l'image du patron, Florent Laden. Je fais partie d'une génération de cuisiniers qui qui s'est affranchi de pas mal de codes. Pourquoi il n'y a pas de nappe à table, etc. Parce que nos menus sont pas chers. Avoir des nappes à table, ça veut dire payer quelqu'un pour les laver. Ça veut dire changer les nappes tous les 6 mois. Mais aujourd'hui, tout le monde n'a plus les moyens de se payer des repas à 150 €. Nous ici, on commence avec une formule lunch à 21 € le midi en semaine. Ensuite, c'est 34, 40, 50 €. Pour 50 €, vous avez 8 plats. Et on donne à manger, parce qu'ici, il faut donner à manger. Le chef ne mégote pas sur les rations. C'est l'esprit auberge. Ici, on travaille des produits simples, cultivés à quelques kilomètres de l'assiette. Bon, ici, on a les oignons bio flamands. Je les ai juste nettoyés rapidement. J'enlève pas trop de peau. D'habitude, l'oignon joue les seconds rôles. Avec Florent, il est la star de la recette, farci avec du veau. Et rien ne se perd. Il faut tout travailler dans les produits qu'on achète parce que forcément le bio a un coût. C'est plus cher qu'un oignon d'Espagne qui a été traité à outrance. Donc voilà, le seul moyen de s'y retrouver, c'est de travailler le produit dans son intégralité. Tout est bon dans l'oignon. La chair retirée pour farcir l'oignon est réutilisée pour faire des petits croissants salés. L'oignon est vidé, le plat principal est donc farci avec des lamelles de veau. Après cuisson, le chef ajoute une note sucrée-salée. Alors ici, je suis en train de laquer mes oignons. C'est un laquage qui est fait à partir de miel. Du miel local, bien sûr, comme ces feuilles de capucine pour la déco. Pas de barrière entre la cuisine et la salle. Ici, chaque cuisinier, même le chef, fait le service et présente le plat. Les clients ont une grande faim d'explication. Ils ont commandé à l'aveugle. Beaucoup d'agriculture biologique et beaucoup de biodynamie. Les clients ne choisissent pas ce qu'ils vont manger, mais ils choisissent juste un prix. Et le seul moyen de faire 200 couverts par jour en utilisant que des produits locaux, c'est de ne pas laisser le choix aux clients. On commence avec une salade qui est cuite au barbecue. Il y a 2-3 surprises dedans que je vous laisse découvrir. Bon appétit! Pour réussir, l'enfant du pays n'est pas monté à Paris. Il a appris sur le tas, dans l'auberge familiale, avec l'idée de défendre sa région. La cuisine du Nord, c'est pas forcément la cuisine qu'on pense. On a toujours l'image d'une cuisine austère, des plats en sauce, des choses très simples comme les frites, etc. On fait des frites et c'est très bien. Il y a ça dans le Nord, mais il n'y a pas que ça. Dans le Nord, il y a d'autres résistants, comme Louise et Bertrand, un couple de maraîchers bio attachés à ses racines. Aujourd'hui, Florent leur a fait une demande un peu bizarre. Ils cherchent des fleurs qui aient du goût. C'est le blanc le plus sucré. C'est le blanc parce que c'est là qu'il y a le nectar. Le nectar. Ah oui. Et après, on retrouve plus. C'est un bonbon, ça. On retrouve plus vraiment ce goût une fois sec. C'est encore autre chose. Donc, monard de bergamote. Ouais. Quand Florent m'a demandé si j'avais des fleurs séchées, donc j'ai proposé la monarde parce que voilà, c'est joli et c'est bien parfumé, contrairement à d'autres plantes séchées qui n'ont plus de goût
garde la couleur mais plus forcément le goût. La monarde est encore bien parfumée. C'est aussi chez Louise et Bertrand que Florent trouve ses oignons à farcir. Ici, tout l'intéresse, même le biscornu. La grande distribution, elle valorise allez, un quart des produits. Tout le reste, ils n'en ont pas besoin parce que ça se vend pas bien. Alors que le reste est là, quoi. Voilà, alors que tout se mange en plus. Ouais. Tout se mange. La saison dernière, on ramassait on faisait des carottes en boîte pour la coopérative. Il y avait plein de mini-carottes parce qu'on avait semé un peu trop de rues. Et je dis à Florent, tu veux des mini-carottes? Il me dit, ouais, vas-y. Et après, quand on voit sur Internet les photos des clients avec leur repas et on voit la mini-carotte dedans, bah, ça fait toujours plaisir. Les autodidactes sont souvent plus créatifs. Avec ses fleurs séchées, Florent est en train d'inventer un dessert. On avait la monarde, le cassis et la mauve qui étaient dans un cercle de 2-3 mètres. Et souvent, je me suis rendu compte que quand on utilise des produits qui poussent ensemble dans la nature, proches des autres, ça marche bien. Bouillon de fleurs du jardin, comme un souvenir du printemps. Dès demain, à la carte du restaurant. Bah, c'est quelque chose d'original et j'imagine que quand j'aurai fini mon stage et que je vais retourner au lycée, je vais savoir des choses que d'autres n'auront pas appris. Donc c'est super ça. Déjà tu sauras parler quelques mots de flamand. Man, voisin. Restez des notes, on se retrouve juste après ceci. À tout de suite. C'est dans l'une des zones les plus inhospitalières de la planète que nous vous emmenons à présent, direction le pôle Sud et le continent Antarctique. Une équipe de France 24 a embarqué à bord de l'Astrolabe, un navire polaire français, et a suivi l'expédition d'une quinzaine de scientifiques venus mesurer les conséquences du réchauffement climatique en terre Adélie. Là-bas, ils scrutent les changements de température, les variations des précipitations et la fonte des glaces qui aura mécaniquement un effet sur l'élévation du niveau des océans dans le monde entier. Si toutes les glaces de l'Antarctique fondaient, le niveau des océans monterait de 60 mètres. Si on n'en est pas encore là, le réchauffement est bel et bien enclenché. Voyage en terre Adélie, c'est un reportage de Sylvain Lepetit et Hakim Abdelkalek. Les voici, les premiers icebergs de l'Antarctique. Un spectacle de glace a coupé le souffle. Nous approchons du 6e continent de notre planète. Le plus inaccessible et le plus méconnu, le plus fragile aussi. Cela fait maintenant 5 jours que nous avons quitté les côtes australiennes. Nous sommes à bord de l'Astrolabe, le bateau de ravitaillement de la base polaire française. Ce groupe d'une quinzaine de scientifiques part étudier les effets du réchauffement climatique. Parmi eux, Stéphane Ourdez, biologiste marin, encore ébloui d'avoir été invité dans ce laboratoire à ciel ouvert. Il y a un phoque juste là. Voilà, c'est extraordinaire. Stéphane, qu'est-ce qu'on se dit quand on voit ça? Qu'est-ce qu'on se dit quand on voit ça? Quand déjà on a de la chance d'être ici. Parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ça. Il y a 3 ans, j'ai écrit un programme pour venir travailler ici en Antarctique et qui a été accepté. Donc voilà, maintenant on en prend plein les yeux. À l'approche de la terre Adélie, l'équipage hisse le drapeau des terres australes et antarctiques françaises. 4 quarts d'avant. On voit le continent là-bas, vous voyez. C'est le continent là-bas. C'est un peu jaunâtre comme un nuage. Voici donc cette France, du bout du monde. Je suis à 225. Pour le capitaine Stanislas Devorzin, la partie la plus délicate du voyage commence. Au milieu de ce qu'on appelle la débâcle, il doit faire passer les 80 mètres de son navire. La partie ouest. Dans la vigie, son second l'aide à tracer sa route. Je pense que plus on avance dans cette direction, et ça va s'écarter. Il repère les icebergs géants à la dérive, à cause de la fonte des glaces.
Un exercice périlleux car il faut pousser, voire briser des plaques de plusieurs tonnes. Et surtout, ne pas rester bloqué. La première difficulté, c'est de ne pas abîmer le bateau, parce qu'il y a moyen de le casser dans ces conditions-là. Et ensuite, c'est de trouver simplement son chemin. Globalement, on essaye de se tracer un chemin sur 100 mètres, 200 mètres devant le navire, jusqu'où mes yeux peuvent porter. Et plutôt que de faire des tas de virages dans tous les sens, par moment, il vaut mieux casser une bonne plaque bien en deux et on perd moins de temps. Mais à 40 km de la base, plus moyen de passer. La glace est trop compacte. C'est donc en hélicoptère que doit se faire le débarquement. Le biologiste Stéphane Ourdez fait partie des premiers passagers débarqués. Sous ses yeux, les immensités de l'Antarctique. Un continent de glace 2 fois plus grand que l'Australie et recouvert d'une calotte glaciaire de 1500 mètres. Des terres totalement inhabitées, à l'exception de quelques bases scientifiques, comme celle de Dumont d'Urville, du nom de l'explorateur français venu accoster en 1840, au milieu de cette colonie de manchots. L'hiver, il peut faire jusqu'à moins 80 degrés. Mais pendant l'été austral, comme en ce moment, la nuit ne tombe jamais. Le soleil effleure seulement l'horizon. Et les températures dépassent de plus en plus souvent les 0 degrés. Météorologues, glaciologues, climatologues, les scientifiques prennent ici le pouls de notre planète. On regarde au zénith. Mon appareil, Christophe Janton quantifie la neige et le blizzard, avec des instruments que ses équipes ont développés. Vous pouvez le voir, il y a un grand mât, c'est une structure unique en Antarctique, ça fait 70 mètres. On a disposé des instruments pour mesurer les particules de neige, de façon à essayer d'avoir une idée des quantités de précipitations. En Antarctique, on ne sait pas combien de précipitations tombent. Le réchauffement pourrait être 4 fois plus rapide en Antarctique qu'ailleurs. On a un gros réservoir d'eau ici, énorme. Une fraction minime de cette eau qui fond, ça veut dire un niveau des mers qui s'élève et ça touche le monde entier. Donc c'est l'Antarctique, c'est loin de tout, personne n'y habite, mais n'empêche, ça peut avoir des conséquences globales. Le scénario catastrophe d'une fonte totale des glaces entraînerait une augmentation de 60 mètres du niveau de la mer. Pour son premier jour, nous retrouvons le biologiste Stéphane Ourdez et ses collègues. Ils partent faire des prélèvements sur la banquise. Pour aller là-bas, on va devoir passer sur de la glace. La banquise n'est pas en très bon état, donc on a des instructions. Il faut éviter de marcher où c'est un peu luisant comme ça. Si on a un doute, on teste bien devant avec son bâton de marche. Leur objet d'étude, le krill, une espèce de crevette microscopique qui sert d'aliment de base à tous les mammifères marins. Une disparition de ces crustacés menacerait toutes les espèces de la région. Bon, donc on essaie de savoir si elles ont le potentiel de survivre à une augmentation de température. Donc ils ont une position importante dans l'écosystème et s'ils venaient à disparaître, ça aurait un effet qui pourrait être très néfaste, très négatif, pardon. Hop. Donc, et ça pourrait remettre en cause progressivement à terme la chaîne alimentaire, pour les baleines, pour les manchots, pour les poissons. Tout à fait. Donc là, on déploie notre nasse. On a mis de l'appât dedans, qui est en fait du poisson qui est un petit peu fermenté. Donc là, on a à peu près 20 mètres de fond sous nous. Et là, on est arrivé au fond. Donc voilà. Ouais. Stéphane Ourdez va rester 45 jours en Antarctique. Mais il lui faudra plusieurs mois de retour en France pour analyser toutes les données. Sur le reste du continent, les résultats des premières études laissent peu de place au doute. Le changement climatique entraîne une diminution des stocks de nourriture en mer, dont les premières victimes sont les manchots.
Ces oiseaux, capables de nager dans une eau à 0 degré, se nourrissent principalement de micro-organismes qui se développent sous la glace de mer. Si cette glace disparaît, ils sont condamnés. Pour étudier la faune de la Terre Adélie, des équipes scientifiques françaises se relaient chaque année depuis plus de 65 ans. Ce matin, nous suivons l'ornithologue Céline Le Bohec dans sa tournée d'observation sur la banquise. Ils ont encore bougé. Cela fait 15 ans qu'elle travaille sur les manchots. Parce que hier, la colonie était plus dans ce coin-là. À proximité de la base, 2 espèces cohabitent. Le manchot empereur, le plus grand et le plus connu depuis le documentaire La Marche de l'Empereur, et les manchots Adélie, les plus nombreux. 2 espèces en danger. Il y a des grognons. Là, ils ont peur de nous? Bah, ils sont dérangés. Je dirais qu'ils n'ont pas peur, mais ils sentent qu'il y a quelque chose de différent dans leur environnement, donc ils bougent. Sans se casser. Les ornithologues cherchent à connaître leur nombre et leur déplacement. Pour les comptabiliser, ces câbles tendus. À chaque fois qu'un manchot passe au-dessus, il est enregistré. Donc toutes les petites données d'acquisition se trouvent là-dessus. Il y a eu beaucoup d'impact finalement de ce réchauffement climatique sur la glace et donc sur la chaîne alimentaire. Et conséquence, les populations de manchots Adélie en Antarctique souffrent, je dirais. Et on a eu quelque chose comme, je dirais, 80 à 90% de déclin de ces populations en péninsule antarctique. Les manchots Adélie seraient encore 5 millions sur tout le continent. Mais le déclin peut être brutal. Dans la colonie au pied de la base, un portique enregistre chaque entrée et sortie. Les manchots sont pesés pour connaître leur poids au départ et au retour de la pêche. Les femelles sont numérotées, leurs œufs et leurs poussins scrutés. Donc là, on va capturer le poussin d'un des couples que l'on suit depuis le début de la campagne de la saison. Il n'est pas super content. Ce sont eux les plus vulnérables aux variations de température. Juste là. Donc c'était 54 son adulte. Donc elle a mesuré le bec de l'oiseau. Elle va mesurer maintenant les ailerons. Depuis 2 ans, il pleut régulièrement sur l'Antarctique. Le premier plumage des poussins les protège du froid. Mais pas de l'eau ou de la neige fondue. Quand les températures rechutent pendant la nuit, les poussins mouillés gèlent et meurent en masse. Le succès reproducteur de l'archipel ou de ces colonies varie en fonction des années. Donc succès reproducteur, c'est-à-dire à savoir combien de poussins vont être produits au cours de l'année. Et par exemple, l'année dernière, nous avons eu un succès reproducteur de 0%. Tous les poussins sont morts. Pas un seul n'a survécu. Le poussin va appeler et le parent va revenir tout doucement. La disparition des manchots en Terre Adélie n'est sans doute qu'une question de temps. Mais la France n'investit pas l'Antarctique uniquement pour sauver ses oiseaux. Au-delà des bonnes intentions scientifiques, la présence tricolore est une question de souveraineté. 30 personnes vivent à l'année sur la base, qui compte un hôpital, un bureau de poste et un chef de district. Un titre hérité tout droit de l'époque coloniale. François Grosvalet représente l'administration française sur ces immensités désertiques. Une présence nécessaire aux yeux des autorités françaises, car ces terres et leurs éventuelles matières premières attirent la convoitise des grandes puissances. Potentiellement, il y a du pétrole, du gaz, des minerais. Potentiellement, il y a tout ça. On est sur un très grand continent qui est plus grand que l'Australie, d'accord ? Donc ça fait à peu près 20 fois la France en superficie. On sait déjà qu'il y a des ressources pétrolifères autour de l'Antarctique et probablement que sous l'Antarctique, il y a des minerais, il y a des pierres précieuses et puis peut-être plein d'autres choses auxquelles on n'a pas accès aujourd'hui parce qu'il y a 1500 mètres de glace dessus.
Mais progressivement, si les Indiens sont là, si les Chinois sont là, c'est que l'avenir se prépare? Ah oui, ça c'est sûr que l'avenir se prépare lentement, mais oui, on est clairement lancé aujourd'hui dans une course pour la conquête de l'Antarctique qui se fera dans 100 ans ou dans 200 ans. Pour l'instant, un traité de l'Antarctique interdit les forages, mais il expire en 2049. Une menace supplémentaire pour le continent blanc. Sur une autre base, des scientifiques argentins ont enregistré cette année un nouveau record de chaleur. 17 degrés 2 jours de suite, du jamais vu à l'échelle de l'humanité. Code 24, c'est déjà fini et Serge Berberet sera là la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez revoir cet épisode dès à présent sur notre site internet. N'hésitez pas non plus à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Très bonne suite de programmes sur notre antenne et très bonne soirée.